bonsoir à tous. À la une de ce journal, après 15 ans d'exploitation du terminal à conteneurs du port de Douala, le groupe français Bolloré qui conteste son exclusion et sa mise à l'écart dans le processus de présélection d'un nouvel exploitant du dit terminal. Malgré son recours à la justice, la direction générale du port de Douala vient d'attribuer l'exploitation et la gestion de ce terminal à une entreprise suisse. Au centre de ce bras de fer, une juteuse affaire de près de 600 milliards de francs CFA que génère la gestion du terminal à conteneurs. Nous en parlerons dans ce journal. L'horizon est-il en train de s'éclaircir sur la tenue du grand dialogue national? Un site internet vient d'être créé à cet effet et selon les informations qui s'y trouvent, les travaux de ce dialogue national pourraient se tenir entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019. Dans l'attente de la confirmation officielle de ce calendrier, le Premier ministre multiplie les concertations. Nous ferons le point dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après un reportage exclusif mettant en exergue le délabrement avancé des infrastructures scolaires des écoles publiques à Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala, le gouvernement reconnaît qu'il a été informé de ce scandale grâce à Equinox Télévision. Le ministre de l'Éducation de base s'est rendu à Douala, principalement à Bonabéry, afin de toucher du doigt les conditions intenables d'encadrement des élèves dans cette école publique située à Bonabéry. Il a salué le travail d'alerte d'Equinox Télévision et promis à ses enfants la construction de nouvelles salles de classe d'ici quelques mois. Nous faisons le point sur la visite de travail du ministre de l'Éducation de base dans ce reportage d'Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Ce n'est pas le poulailler du village. Il s'agit d'une salle de classe à Douala au Cameroun. Nous sommes à l'école publique de Ngwele, au quartier Bonabéry à Douala 4e. Les 5 hangars qui servent de salle de classe à cet établissement scolaire créé en 2014 sont délabrés et exposent les élèves aux intempéries. Enseigner ici relève du miracle puisque les élèves de 2 classes différentes sont face à face et l'enseignant de chaque classe est presque contraint de murmurer pour éviter de perturber le cours d'à côté. Ministre de l'Éducation de base depuis le 4 janvier 2019, Laurent Serge Tundingoa affirme qu'il n'était pas informé de la situation. C'est le reportage diffusé au journal de 18 h en anglais du vendredi 13 septembre dernier sur Equinox Télévision qui lui a mis la puce à l'oreille. Il a donc entrepris d'y effectuer une descente en saluant le travail de la chaîne du peuple. Je voulais dire aux populations de Ngwele que je remercie Equinox pour avoir montré cette école. Si la situation est demeurée ainsi, affirme le ministre de l'Éducation de base, c'est parce que les parents ont eux-mêmes pris l'initiative de construire les bâtiments. Cette école a été créée par décision de ma collègue il y a plus de 5 ans. Et le gouvernement n'assume les chantiers que ceux qu'il construit lui-même. Mais les Camerounais de bonne volonté peuvent prendre l'initiative de mettre les bâtiments et ils demandent au gouvernement de leur envoyer des enseignants. Quand il y en a, on le fait. Mais dans une telle situation, si les bâtiments connaissent des avaries ou vieillissent ou sont faits de manière précaire, on ne peut pas accuser le gouvernement qui n'a encore rien fait sur le site. Maintenant qu'il a touché du doigt la réalité, le ministre Laurent Serge Tundingoa annonce la prise en compte de cet établissement scolaire dans le budget à venir de son département ministériel. Je voudrais vous annoncer que pour le budget 2020, nous allons inscrire une allocation pour construire une école moderne ici. Voilà. Et on va le faire. Je suis venu avec mon directeur des finances et des affaires matérielles. Ils sont là. Ils vont prendre les mesures qu'il faut. Une fois encore, Equinox Télévision
n'a fait que rendre compte, au-delà de l'image. D'autres images qui pourraient attirer l'attention du gouvernement, c'est l'état des routes dans la capitale économique du Cameroun, notamment le tronçon entre Lokbaba et Niala. Vous allez le voir dans ces images édifiantes, les difficultés que rencontrent des usagers automobilistes camerounais, conducteurs de moto ou conducteurs de taxi qui peinent à pouvoir se mouvoir sur cet axe. Depuis de nombreuses années, les populations appellent à l'amélioration et l'aménagement de cet espace, de cet axe routier, mais les travaux réalisés jusqu'ici n'ont pas permis de pouvoir améliorer la mobilité urbaine. C'est le constat que font nos reporters Mitterrandam et Kediara dans ce reportage. À voir le piteux état de cette route, on se croirait dans un coin perdu de l'arrière-pays. Mais détrompez-vous, nous sommes bel et bien ici, en plein centre-ville de Douala, et qui plus est, sur une route principale. Cette voie, c'est celle qui relie la zone dite Jardin Lokbaba à Niala Rail. Une route qui s'est transformée en véritable enfer pour les riverains, mais également pour les usagers qui en paient le prix fort. Les lampes cassées, les voitures, ça tombe en panne constamment. La route rend vraiment la voiture vraiment dans un état très piteux. Ce n'est même pas explicable. À notre descente sur le site, il n'a pas plu dans la zone depuis plusieurs jours, d'où l'épaisse couche de poussière qui recouvre à peu près tout. Mais les riverains nous feront comprendre qu'avec la pluie, la route est encore plus impraticable, car ces énormes cratères qui jonchent la chaussée se transforment alors en lac miniaturisé. Quand il pleut, on n'arrive pas à respirer parce que l'eau, jusqu'ici, l'eau entre jusqu'ici dedans. Quand l'eau pleut dans les caniveaux, dans les trous là, pour le moment, on peut dire que c'est un peu passable pour le moment. Quand il va déjà la pousser ici, on ne sait pas comment on va s'en sortir ici là. Avec la rentrée scolaire, le trafic s'est intensifié sur la voie, provoquant de longs embouteillages aux heures de pointe. Conséquence directe, le coût du transport est passé du kit au double. Maintenant, le benzin peut taxer seulement le prix. Et parfois, le client propose, les clients qui travaillent loin, ce sont eux qui nous proposent l'argent. Ça vous arrange, non? Vous faites plutôt de... Parfois, on n'arrive pas. On brûle le carburant comme ça, on n'arrive pas à cause de l'embouteillage. Il est à noter que cette voie dessert un hôpital de référence, à l'occurrence l'hôpital de district de Lokbaba. Son état s'est progressivement dégradé sous le regard impuissant des riverains, mais aussi des autorités compétentes qui aujourd'hui vont être confrontées à de plus grosses dépenses pour la remettre en l'état. Pourtant, le travail aurait pu être fait depuis longtemps pour des coûts plus réduits. Les usagers de la route traverser cette voie relèvent du parcours du combattant. En fait, tous les jours, ils doivent braver le cratère, la poussière, la pluie quand il a plu. Et chez eux, c'est désormais une descente aux enfers qui n'a que trop duré. En direct de la route de Lokbaba, Niala Château, nous sommes Kediara et Equa Claude pour Equinox Télévision. Après 15 ans d'exploitation du terminal à conteneurs du port de Douala, le groupe français Bolloré ne lâche pas prise. Il conteste son exclusion et sa mise à l'écart dans le processus de présélection du nouvel exploitant du dit terminal. Malgré son recours introduit à la justice, la direction générale du port autonome de Douala vient d'attribuer la gestion de ce terminal à conteneurs à une entreprise suisse. Au centre de ce bras de fer, une juteuse affaire de près de 600 milliards de francs CFA que génère la gestion du terminal à conteneurs dans le port autonome de Douala. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. C'est le conseiller technique numéro 2 du port autonome de Douala qui a présidé la commission ad hoc chargée d'étudier les dossiers soumis dans le cadre de l'appel d'offres en vue de la construction du terminal à conteneurs. Au départ, 10 offres sont parvenues à la commission à l'étape de la présélection. Leurs propositions ont été analysées et en janvier 2019, la shortlist des 5 candidats retenus pour poursuivre le processus a été arrêtée. Toujours dans le respect des règlements parce que nos textes nous autorisent un minimum de 3 candidats à retenir et un maximum de 5.
Les 5 entreprises dont il est question, le français CMA Terminal, l'émirati Dubai Port World, l'américain Hutchison Port Investment, le saoudien Red Sea Gateway Terminal et l'italo-suisse Terminal Investment Limited. C'est ce dernier qui a été retenu par la commission. Au port autonome de Douala, le management jure, document à l'appui, que le concessionnaire sélectionné présente la meilleure offre. En termes d'expérience, en termes de trafic, en termes de rentrée financière, en termes d'investissement, le candidat va moderniser entièrement le terminal, il va construire un nouveau quai, il va ajouter, mettre en place un nombre de portiques et autres équipements de manutention en nombre élevé. Toutes les données de la nouvelle concession sont de manière large au-dessus des conditions actuelles. Un tableau comparatif est même mis à la disposition du public. On y apprend que l'Italo-Suisse paye 24 milliards de francs CFA de droits d'entrée, 9 milliards de francs de redevances fixes annuelles, un total de redevances de concession de 355 milliards de francs CFA sur 15 ans. Des propositions à milliers au-dessus de celles de Douala International Terminal, l'entreprise contrôlée par le consortium composé du français Bolloré et du néerlandais APM Terminal, qui gère le terminal à conteneurs du PAD depuis 2004 et dont le premier bail s'achève en décembre prochain. Mais DIT estime avoir été irrégulièrement écarté du marché lors de la présélection des appels d'offres et a saisi la justice. Et l'entreprise DIT qui attend sereinement les décisions de justice et elle entend défendre ses droits jusqu'au bout. C'est du moins ce que révèle le consortium APMT et Bolloré dans un communiqué où ils prennent acte de la décision du port autonome de Douala d'attribuer la gestion du terminal à conteneurs à une entreprise suisse. Pour autant, le groupe Bolloré ne lâche pas prise dans un communiqué qui a été rendu public ce mardi. Et toujours dans l'actualité, des inquiétudes des populations autour d'un projet d'installation d'une entreprise chargée de pouvoir produire et exploiter des palmiers à huile dans la région du Sud, entre des projets d'études environnementales qui n'ont pas été respectés et les inquiétudes des populations quant à leurs bénéfices au regard de l'installation de ces multinationales qui sont chargées d'exploiter le palmier à huile. Les populations expriment leurs inquiétudes et attirent l'attention des pouvoirs publics sur un tel projet qui pourrait avoir un impact environnemental, social et économique dans la région du Sud. C'est un grand reportage de Guy Zogo. Dans le département de l'Océan, le déclassement d'une partie de l'unité forestière d'aménagement UFA 09025 d'une superficie de 60 000 hectares au profit des investisseurs qui entendent y exploiter le palmier à huile ne fait pas l'unanimité. Cette réserve forestière de 88 147 hectares au total, située à la fois dans les arrondissements de Campo et de Niété, est convoitée par l'entreprise Camvel Sal qui dévoile ici ses prétentions au cours d'une réunion à Niété. La Malaisie a pris ses plantes ici au Cameroun et maintenant elle fait parmi les pays développés. Donc pourquoi pas ici au Cameroun? Et nous aussi on s'est dit que nous sommes prêts en tant qu'Africains, en tant que Camerounais. Pourquoi pas essayer de faire ce genre de projet? Donc il y aura bel et bien des impacts négatifs, mais il y aura aussi des impacts positifs. Des arguments qui sont loin de convaincre la société civile qui doute des capacités de Camvel Sal à investir dans un domaine dans lequel on ne lui connaît aucun passé. C'était un mauvais projet à un mauvais endroit. Moi, un mauvais endroit parce que vous vous trouvez dans la zone Evekam, vous trouvez Sokapam, il y a le parc. Aujourd'hui, les populations n'ont plus assez d'espace pour pouvoir pratiquer des cultures maraîchères, vivrières pour vivre. Si ce projet se réalise dans cette zone, vraiment on va continuer à asphyxier davantage les populations de Niété. C'est surprenant que pour une première fois, une entreprise qui n'a pas une longue histoire dans ce type de projet puisse demander une telle superficie pour mener un tel projet. D'ailleurs aussi, nous pensons qu'il faut avoir eu une expérience
de ce type de mener ce type de projet pour demander une telle superficie. Les soupçons de la société civile s'orientent vers l'idée qu'il s'agirait en réalité d'un subterfuge pour exploiter les essences dont regorge l'UFA 09025, comme cela a déjà été le cas dans d'autres projets de ce type, notamment celui d'Heracles Farms dans le sud-ouest. Pour leur part, les autorités administratives et les élus locaux, tout en accompagnant le projet, signalent des questions qui restent à solutionner. On est là dans un endroit où il y a Kien qui est de ce côté, il y a Ebekam ici, il y a Sokapam, et il y a 60 000 hectares qui va être utilisé pour l'agro-industrie. Et les gens aussi, ils ont besoin de faire les champs. Les gens auront besoin de construire aussi. Donc il faut prendre ça en compte. Comment on peut avoir 5 millions de francs de capital et dire qu'on va faire des investissements de 150 milliards. Et pourtant, c'est un projet camerounais qui est actionnaire. Parce que lorsque Evecam s'est implanté, Evecam, on savait que c'était l'ex-ONCPB, la Société nationale d'investissement SNI, et la République du Cameroun, qui en étaient des actionnaires, jusqu'à 16 milliards de capital. Les populations, elles, qui plébiscitent pourtant toute entreprise allant dans le sens de leur développement, s'inquiètent malgré tout des impacts négatifs et surtout de leur avenir. L'État est perpétuel. Ceux qui sont là, ils sont là. Mais les enfants, les petits-enfants, doivent trouver quand même quelque chose de positif que leurs parents, leurs aïeux leur ont laissé. On estime qu'on est en train de brader tout notre patrimoine foncier. Dans tout le Cameroun, il n'y a que Ebodje qui parle sa langue maternelle. Et là, on a peur d'être envahi par des populations qui viennent et envahir toutes nos forêts, de peur que nos enfants ne puissent pas avoir là où avoir d'espace pour construire et pour faire des champs demain. Nous avons des eaux, puisque nous n'avons pas de point d'eau ici. Nous buvons l'eau des rivières. Ces insecticides qu'ils vont utiliser, ne vont-ils pas aussi polluer nos eaux? On va voir, ils ont dit, bon, on trouvera toujours des solutions. Peut-être après que nous serons tous morts. Mais avant de planter ces 60 000 hectares de palmiers à huile, Camvert Sal devra attendre que l'UFA 09025 soit déclassée et qu'un décret présidentiel lui attribue cette forêt. D'ici là, la société civile fourbit ses armes pour qu'à défaut d'empêcher ce déclassement, de doter les populations d'arguments pour mesurer les impacts d'un tel projet afin qu'elles décident de ce qu'elles veulent. Devant la communauté internationale et la diaspora camerounaise, le gouvernement éprouve de sérieuses difficultés à pouvoir expliquer ses actions menées dans le cadre de la gestion de la crise anglophone. Même l'annonce du dialogue national est loin de faire l'objet d'une intense campagne de communication afin de sensibiliser la diaspora et les instances internationales sur l'enjeu d'un tel événement. Le ministre des Relations extérieures vient de remonter les bretelles à ses collaborateurs diplomates dans les différentes missions diplomatiques dans les pays occidentaux afin de leur demander de mener une contre-offensive et de défendre l'image du Cameroun à l'extérieur. D'autres précisions avec Gladys Sidi. Grand dialogue national. Les ambassadeurs du Cameroun ne communiquent pas assez sur le sujet. C'est en substance le message du ministre des Relations extérieures. Dans une circulaire, le jeune Bela Bela évoque un déficit de communication de certains services extérieurs pour une information suffisante de la communauté internationale sur le dialogue national instruit par le chef de l'État. Selon le MINRES, les missions diplomatiques ne semblent pas prendre la pleine mesure de la situation. Elles font tout, sauf jouer le rôle attendu d'elles, celui de faire large écho de la convocation du grand dialogue national. Un défaut de communication qui est déplorable et incompréhensible, selon le ministre des Relations extérieures, ce qui ne permet pas aux partenaires étrangers du Cameroun de comprendre les véritables ressorts de la crise socio-politique dans les deux régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest.
Le ministre martèle que les partenaires internationaux doivent avoir un compte rendu minutieux des efforts du gouvernement pour résoudre la crise anglophone. Il estime qu'à cause de ce manque de communication, certains de nos compatriotes et partenaires continuent à se forger une opinion négative du Cameroun et de ses dirigeants, ce qui porte un coup à l'image et à la réputation du Cameroun sur la scène internationale avec des conséquences inéluctables sur l'attractivité économique et touristique du pays. Bien avant ce rappel à l'ordre du ministre des Relations extérieures, l'ambassadeur du Cameroun en Suisse et le Haut-Commissariat pour le Cameroun au Canada avaient rendu public des communiqués au lendemain de l'adresse du chef de l'État à la nation. Dans leur communiqué, ils évoquaient les grandes lignes du discours en invitant tous les membres de la diaspora camerounaise à soutenir les efforts du président de la République pour le rétablissement de la paix. Des actions que le MINRES juge insuffisantes et qui sont loin de refléter l'urgence d'une réelle mobilisation des Camerounais de la diaspora, eux aussi invités à la table du grand dialogue national. Avec sa sortie, le MINRES vient de donner un grand coup de pied dans la fourmilière afin de réveiller les diplomates qui donnent très peu de nouvelles sur leurs propres activités et qui renseignent très peu leurs compatriotes sur la vie nationale. Et dans la perspective de ce dialogue national, le Premier ministre salue l'engagement des jeunes à participer à ces assises nationales. Joseph Diangote réagit ainsi sur son compte officiel Twitter après avoir reçu dans l'après-midi le Conseil national de la jeunesse et un peu plus tôt dans la journée, il a reçu une délégation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui lui aussi a été consulté dans la perspective de ce dialogue national. Et en image, l'horizon est-il en train de s'éclaircir sur la tenue de ce dialogue national? Un site internet a été créé à cet effet. Et vous le voyez en image, le dialogue national est annoncé entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019, selon les informations publiées sur ce site. Il est également déjà consigné les hôtels qui vont accueillir les différents participants. Cependant, le programme n'est pas encore disponible. Aucune information officielle n'a été confirmée ni infirmée concernant ce dialogue national. Parlons à présent d'une affaire qui secoue, qui défraie la chronique dans la région de l'Ouest, la découverte d'un corps mutilé qui divise une famille. Des précisions avec Leclerc Sakem. Ce trou derrière moi attend toujours la dépouille de Cyriel, 24 ans sonné, décédé du côté de Balmayon, dans la région du centre Cameroun. Le corps se trouve scellé à la morgue de l'hôpital de Mbo, Banjoun. Un membre de la famille du défunt, sous anonymat, raconte les faits. Au moment où le rendez-vous était pris pour la morgue, son papa s'est avancé le plus tôt et a décidé d'habiller sa fille. Ce que déjà au village, ça a été condamné. Quelqu'un en passant par la vitre de la morgue a aperçu une blessure au niveau de la cuisse de la jeune fille et a plié son petit doigt. Dès lors que la dépouille est arrivée au village, la personne a informé la famille. Et c'est dès cet instant maintenant qu'il y a eu des petites concertations. On a interpellé le père de la fille. Il va falloir que la grand-mère, n'ayant pas vu sa fille avant que sa fille ne décède, il va falloir que la grand-mère puisse, dans la tradition bamileke, pouvoir fermer ses yeux et masser ses pieds comme il le faut. C'est là où son papa a formellement interdit qu'il ne le faut pas, qu'on ne peut plus ouvrir ce cercueil. C'est là où un frère de la famille s'est dit non mais tiens, c'est pas possible. Depuis Balmayon, on n'a pas vu le corps. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que même juste ici au village, qu'on ne parvienne pas à voir le corps. Monsieur a porté le papa et l'a amené, l'a jeté quelque part. Sans qu'on ouvre même le cercueil, il a commencé à dire vraiment les gens là m'ont tué, ils m'ont tué, ils m'ont tué. Ok, je ne suis même pour rien, je ne suis pour rien. La famille a posé la question de savoir que mais vous n'êtes pour rien par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Pourquoi vous dites que vous n'êtes pour rien? C'est à cet instant qu'on ouvre et qu'on constate et la famille a décidé de le prendre en otage et de l'amener à la gendarmerie de Baha. La découverte du corps mutilé de Mengounois, Cyriel, a créé un énorme choc dans ce village. Il y a des problèmes, ça ne va pas vraiment, ce qu'on entend là, ça ne va pas. Bon, j'étais moi tellement surpris, j'étais dépassé.
Bon, même aller là-bas, je ne suis plus parti jusqu'à nos jours. Donc, sans cette situation, c'est qu'il devait buter. Ce que vous êtes en train de voir là, je devais mettre la tête sur ça depuis 6 jours. Je suis arrivé à Bawang, ce que j'écoute là, je vois là, avec les yeux. Je n'ai jamais compris, je n'ai jamais vu ça. Donc, vraiment, c'est vraiment inquiétant. Oui, c'est lui qui a fait ça. Vraiment, papa, je suis moi dépassé. Le chef Tala André a réuni ses notables pour condamner cet acte et appelle les autorités à ne pas laisser ceci impuni. Jeudi matin à 6 h, j'ai reçu un coup de fil de la famille qui m'invitait de venir voir ce qui se passait. Bon, je n'ai pas assisté parce que j'avais un rendez-vous à l'hôpital. Étant souffrant, je suis parti à l'hôpital. Je suis parti à l'hôpital pour mon rendez-vous. Mais je les ai fait comprendre que je serais là dans la soirée. Moi-même, ça m'a tellement fait mal. Et quand on m'a fait comprendre qu'on a mené ça à Baham, j'étais très fier. Comme c'est entre les mains des autorités, on va trouver une suite favorable par rapport à ça. Et moi-même, je condamne cette affaire-là. D'autant plus que dans mon quartier, la chasse est interdite par rapport toujours à ces genres de crimes. Chez la même personne, nous avons trouvé des tombes cassées. Avant que j'ai écrit dans le quartier que la chasse est interdite. Jusqu'à là. Moi-même, ça me fait mal. Ça me fait mal, je déplore. Je souhaiterais que la lumière soit claire dans tout ce qui s'est passé. Et qu'on condamne ça fermement. C'est que ça, c'est un crime. Et comme on m'a fait comprendre qu'on a remis le corps à la morgue, nous attendons la suite favorable par les autorités qui vont nous rendre compte. Nous, le village Bachela, nous condamnons tout ce qui s'est passé dans mon quartier. Et je préfère qu'on les condamne même à mort. Ça, c'est un crime. Nous ne pouvons pas tolérer ça dans notre quartier. L'enquête ouverte par les éléments de la brigade de Baham permettra de faire la lumière sur cette affaire. Pour l'heure, le suspect interpellé est gardé à vue dans les cellules de cette brigade. Un public reportage dans ce journal, l'Institut privé d'enseignement supérieur ISEM IBCG est en train de parachever la construction de son campus bateau. Objectif, améliorer le cadre ultra moderne pour permettre aux étudiants de disposer des meilleures conditions de formation au sein du campus ISEM IBCG, campus bateau présenté dans ce reportage. Nous avons rêvé grand et nous l'avons fait. ISEM IBCG. Universitaire ISEM IBCG, dans sa mission de former des leaders d'aujourd'hui et de demain, se dote d'un nouveau campus ultra-moderne, conçu sous la forme d'un bateau afin d'offrir à chaque étudiant l'expérience d'un voyage académique sans zone de turbulence. Moi je suis monsieur Moustapha Jogo, donc nous sommes sur le site de construction du nouveau campus ISEM IBCG. Voilà, donc nous sommes plutôt confiants par rapport au délai de livraison du chantier. Jusqu'ici tout se passe plutôt bien. Bonjour, moi c'est Sironga Maleu Brice, sur le site du chantier d'ISEM IBCG, dont j'en suis l'ingénieur. Donc pour le moment nous sommes en phase de réalisation des planchers rouges du sous-sol. Là actuellement nous sommes par la suite, on va installer la boulée. Bon, en ce qui concerne les délais, c'est la rentrée 2020 comme initialement prévu par le planning des travaux. Le chantier sera livré. Situé au cœur de la ville de Douala, sur les berges du Vouri, à 1 jet de pierre du rond-point des deux,
Le nouveau campus ISEM-IBCG, bâti sur 7 hectares, est un complexe de plusieurs bâtiments, donc le building principal situé au cœur du campus, composé de 3 étages et d'un sous-sol. Maintenant, explorons ensemble ce magnifique joyau architectural. Commençons par le sous-sol. Il est reparti en 2 compartiments. Le premier est conçu pour abriter tous les ateliers des filières technologiques, donc la mécanique, le génie civil, la menuiserie, l'électronique, l'électricité et bien d'autres. Le deuxième compartiment, quant à lui, est réservé au laboratoire destiné aux filières médicales et médico-sanitaires et doté d'un équipement ultra moderne de façon à garantir à nos apprenants une formation arrimée aux standards internationaux. Moi, je suis déjà dans le grand bateau. Embarquons tous pour cette merveilleuse aventure académique. Rendez-vous de nouveau. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Un reportage d'Equinox Télévision emmène le ministre Laurent-Serge Etundingwa à Douala. Le ministre de l'Éducation de base a reconnu qu'il a été informé de ce scandale lié au délabrement très avancé des infrastructures scolaires d'une école publique pourtant créée par le gouvernement il y a 5 ans, mais construite en hangar avec les propres mains des populations qui tenaient à encadrer leurs enfants. Le ministre a reconnu là une défaillance des pouvoirs publics et promis que dès 2020, dans le budget de son ministère, il sera affecté une enveloppe financière pour construire de nouvelles salles de classe pour ces élèves qui ne demandent qu'à être formés et à être encadrés durant l'année scolaire 2019-2020. Voilà donc, madame, monsieur, l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant.